Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si le first pick des Wizards venait tout juste de faire glisser Bilal Coulibaly dans un rôle bien moins sexy que prévu. Parce qu'en vrai, plus je regarde ce dossier, et plus je me dis qu'AJ Dibonsa à Washington, ça peut bousculer la place de Bilal dans la capitale. Bon, encore une fois, cette vidéo n'a rien à voir avec le sondage Insta. Mais avec la loterie qui a eu lieu cette semaine, le pick 1, qui a été récupéré par Washington, et AJ Dibonsa qui est envoyé vers les Wizards par toutes les mocks, j'avais vraiment envie de traiter ce sujet. Parce qu'on parle d'un potentiel énorme ailier scoreur qui débarquerait dans une franchise où il y a encore très peu de temps, Bilal était vu comme l'un des visages du futur. Et là, forcément, le débat sur sa place dans ce projet devient légitime. Mais bref, pour revenir à Insta, vite fait, continuez à voter là-bas, parce qu'il y a un sondage en cours en ce moment, je vous oublie pas. Dès que je peux, je vous sors la vidéo que vous choisirez sur le canal. Donc allez me suivre sur Instagram, et abonnez-vous, ici aussi, parce que vu la densité de l'actu en ce moment, ça n'arrête plus sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, ouais, AJ Dibonsa et Bilal Coulibaly jouent au même poste, et on pourrait penser qu'ils vont se marcher sur les pieds, sauf qu'en vrai, c'est plus compliqué que ça. Alors bien sûr, dans cette vidéo, même si j'ai déjà fait un gros focus dans un Airball Project récent qui lui était dédié, va falloir parler d'AJ Dibonsa. Mais il va aussi falloir qu'on regarde Bilal objectivement. Oui, il y a des inquiétudes, oui, offensivement, ça ne va pas aussi vite qu'on aurait aimé, mais je pense qu'on lit encore trop souvent le basket avec les chiffres et les stats plutôt que de penser au rôle. Et c'est là que Bilal, je pense, peut avoir encore un truc à jouer. Bref, il y a tout plein de choses pour qu'on essaye d'imaginer une réflexion comme j'adore les faire. Alors installez-vous bien, nous, on parle de l'avenir de Bilal Coulibaly à Washington. Pour commencer, je comprends parfaitement pourquoi certains fans des Wizards commencent à paniquer un petit peu concernant Bilal. Un first pick NBA, surtout après une saison à 17 victoires, ça ne passe jamais inaperçu. Washington ne récupère pas juste un jeune sympa à développer. Là, on parle peut-être du nouveau visage de la franchise, le premier numéro 1 de draft depuis John Wall en 2010, et avec AJ Dibonsa dans le viseur, forcément tout le monde se demande qui passe devant qui. Mais avant de tirer des conclusions trop hâtives, faut quand même rappeler le statut que Bilal Coulibaly avait à son arrivée. Pick numéro 7 de la draft 2023, énorme potentiel physique, grand ailier moderne, capable de défendre partout, ultra jeune, ancien coéquipier de Wemby aux Mets. Pendant longtemps, Bilal représentait ce fantasme du prospect élite que Washington allait développer tranquillement. Sauf qu'aujourd'hui, AJ Dibonsa débarque potentiellement avec un statut encore plus lourd. Parce que AJ, c'est clairement pas le petit prospect sympa que tu recrutes pour renforcer ton banc. Le mec sort d'une saison freshman à plus de 25 points à BYU, près de 7 rebonds, presque 4 passes, plus de 50% au tir avec ce profil de créateur-scoreur de 2m06 que toute la NBA recherche. Ce n'est pas officiel, Peterson, Boozer ou même un trade down existe encore dans les discussions, mais la tendance est claire. Aujourd'hui, AJ Dibonsa est devenu le nom associé au pick numéro 1 des Wizards. Et on le sait, en NBA, un first pick c'est quand même un truc assez unique. Quand un numéro 1 de draft arrive, généralement tout bouge autour de lui. Les systèmes, les responsabilités, la façon dont la franchise parle de son projet. Et pour Bilal, le truc dangereux, c'est peut-être pas de se retrouver sur le banc du jour au lendemain, c'est plutôt de perdre cette petite étiquette de priorité du futur. Avant, il était sur le haut de la pile. Maintenant, avec AJ qui devrait arriver, après une saison à un peu moins de 12 points de moyenne et pas mal de matchs ratés depuis son arrivée, forcément, les gens commencent à se poser des questions sur l'avenir du français. Puis un autre truc très important aussi, le contexte des Wizards. Parce que la franchise n'a plus rien à voir avec celle dans laquelle Bilal est arrivé. Pendant longtemps, Washington, c'était le laboratoire parfait pour développer des jeunes. L'équipe perdait, les attentes étaient proches de zéro et Bilal pouvait rater des tirs, hésiter, tester des choses, apprendre dans la douleur. Pour un prospect aussi jeune et brut offensivement, c'était presque idéal. Sauf qu'aujourd'hui, depuis la deadline, tout a changé au sein des troupes de Brian Keefe. Attention, on parle quand même d'une équipe qui sort d'une saison à 17 victoires. Washington n'est pas devenu contender du jour au lendemain. Mais dans la construction du projet, le message est différent. Entre Trae Young, Anthony Davis, la progression d'Alex Sarr, Keyshawn George, Trey Johnson, puis potentiellement AJ Dibonsa avec le pick 1, on sent que là, d'un coup, on a une franchise qui veut accélérer sa timeline. Et forcément, un tel changement de contexte, ça change aussi obligatoirement les attentes qu'on peut avoir au-dessus de certains joueurs.
Parce qu'à partir du moment où tu récupères des vétérans stars comme Trae Young et Anthony Davis, les minutes ne servent plus seulement à développer, elles servent aussi à construire quelque chose de cohérent, créer des automatismes, gagner un peu plus, crédibiliser le projet. Avant, le potentiel de Bilal suffisait presque à justifier son temps de jeu. Maintenant, on va commencer à regarder beaucoup plus son utilité immédiate. L'arrivée de Trae Young vraiment change complètement cette logique de développement. Parce qu'un joueur comme Trae impose une structure offensive très forte, beaucoup de pick and roll, beaucoup de création balle en main, énormément de responsabilités sur lui, mais autour t'as besoin de joueurs capables de compenser, défendre, courir, connecter le jeu, finir sans monopoliser la balle. Anthony Davis de son côté apporte aussi son statut, même avec les questions sur sa santé ou son âge, rien que son nom dans l'effectif montre que Washington ne veut plus juste empiler des prospects prometteurs, ça va plus loin. Et dans ce contexte, je vous l'avoue, c'est pas facile de savoir où en est exactement Bilal. Après 3 saisons en NBA, son début de carrière est compliqué à résumer. Il n'a pas explosé, clairement, mais je trouve que ce serait dur de parler d'échec. Si tu regardes juste les stats brutes, oui, ça fait un peu tiquer. Il passe d'un peu plus de 12 points, 5 rebonds et plus de 3 passes à un peu moins de 12 points, un peu plus de 4 rebonds et près de 3 passes. Pour un ancien pick 7 dans une équipe comme Washington, on s'attendait à un peu mieux que cette stagnation. Mais si on veut être complètement honnête, il faut avouer que si on s'arrête là, on raconte pas toute l'histoire. Parce que Bilal joue aussi beaucoup moins, presque 7 minutes de moins par match. Ce n'est pas un détail, et ramené à son temps de jeu, son scoring a finalement plutôt tendance à progresser. Donc ouais, le discours il régresse dans toutes les stats est trop facile. Le vrai problème, c'est que cette progression ne se voit pas assez dans son rôle. Il n'est pas encore ce joueur à qui tu donnes la balle pour créer quelque chose avec certitude. Parce que jusque-là, l'impact de Coulibaly dépend encore bien trop du contexte autour de lui. Quand il peut courir, couper, attaquer un close-out ou finir une action déjà lancée, il peut être très utile. Mais quand il doit créer balle en main face à une défense placée, changer de rythme, provoquer quelque chose, là c'est encore compliqué. Parfois j'ai l'impression qu'il veut tellement jouer juste, ne pas forcer, respecter le collectif, que ça finit par le rendre presque trop discret. D'un côté c'est une qualité de vouloir jouer juste, mais ça peut presque devenir un piège au bout d'un moment. Les outils il les a, il est grand, rapide, long, il couvre du terrain, mais parfois t'as envie qu'il ait un peu plus de mordant, qu'il attaque l'espace, qu'il force la défense à réagir, parce que par séquence il laisse trop le jeu venir à lui, et aujourd'hui, surtout sur les ailes, si tu ne crées pas vraiment, il faut au moins que la défense te respecte comme un shooter ou comme un finisseur. Heureusement, il y a quand même des points positifs dans son développement. Le tir extérieur par exemple donne des signaux encourageants. Sur l'ensemble de la saison, ça reste moyen, autour de 32% à 3 points, mais après une saison précédente à 28%, il y a du progrès, surtout sur sa fin de saison, vu qu'il a réussi à grimper à 38% sur les derniers matchs. L'échantillon n'est pas énorme, mais à l'œil, son tir semble plus fluide, moins hésitant, plus assumé. Défensivement, en revanche, le potentiel reste évident. Les chiffres collectifs sont difficiles à lire parce que Washington était tellement faible que ça salit un peu les ratings de tout le monde. Mais dans le profil, Bilal a toujours ce qui fait rêver. Taille, mobilité, envergure, capacité à défendre plusieurs profils, main active. Il y a encore de l'irrégularité, oui, mais la base défensive existe vraiment. Ce qui me frustre beaucoup par contre, et c'est pas sa faute, c'est qu'il a beaucoup de mal à trouver de la continuité. En 3 saisons, Bilal a déjà manqué plus d'un quart des matchs possibles de Washington. Poignet, ischio, pouce, petit pépin physique. Même si certaines absences sont peut-être liées au tanking, les faits sont là. Pour un joueur aussi jeune et aussi brut, c'est dommage, parce qu'apprendre en NBA, c'est avoir l'occasion de faire des erreurs, recommencer, gagner en confiance. Et ça, sans continuité, bah évidemment c'est plus compliqué. Donc voilà où j'en suis avec Bilal. Je suis inquiet, mais je suis pas en panique. Oui, après 3 saisons, il reste limité offensivement, irrégulier, parfois trop discret, pas toujours disponible, ça, on peut pas l'effacer. Mais il n'a que 21 ans, ses chiffres par minute sont moins inquiétants, et son profil défensif garde une vraie valeur en NBA. Le potentiel est encore là, j'en suis sûr. Maintenant, ce potentiel, faut qu'on le voit plus souvent. Et à côté de ça, faut aussi qu'on comprenne pourquoi la potentielle arrivée d'AJ Dibonsa change le débat autour de lui. Parce qu'AJ, c'est pas juste un ailier de plus dans une rotation. On parle d'un joueur d'environ 2m06, déjà puissant, fluide balle en main, capable de créer son tir, d'attaquer le cercle, de provoquer des fautes et de scorer sur gros volume. En NBA, aujourd'hui, ce profil-là, c'est de l'or. Et sa saison à BYU a confirmé pourquoi on le retrouve si souvent aussi haut dans les mocks. Plus de 25 points, quasiment 7 rebonds, presque 4 passes, plus de 50% au tir avec un usage énorme. Il n'a pas juste profité d'un système tranquille, il était la priorité des défenses adverses. Il avait beaucoup de responsabilités et malgré ça, il a produit. Pour un freshman attendu tous les soirs, c'est un vrai signe de gros potentiel. Puis sa grosse qualité, par rapport à Bilal, c'est que sa spécialité, c'est de réussir à créer son avantage tout seul. C'est ça qui le place au-dessus des autres prospects de sa QV. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il peut partir en transition, attaquer en face-up, aller chercher son pull-up, absorber les contacts, provoquer des lancers. Même quand son tir extérieur ne rentre pas, il a énormément de moyens de scorer. Ça, pour une franchise NBA, c'est énorme, parce que savoir créer des avantages, c'est sûrement la compétence la plus recherchée dans la ligue. Bon après attention, je dis pas non plus que c'est déjà un joueur parfait qui tout de suite va s'imposer comme une superstar. Dibonsa reste d'abord un scoreur. Sa première idée, c'est souvent d'aller chercher son tir et il peut encore forcer certaines possessions. Son tir à 3 points est prometteur, mais pas encore totalement fiable. C'est pas un sniper. Sa création pour les autres progresse aussi, mais il perd encore des ballons. Donc oui, il y a du boulot, mais les décisions, la sélection de tir, les
lecture, ça peut se polir avec l'expérience. Le gabarit, la puissance, la création individuelle, d'autant plus quand tu fais cette taille-là, c'est beaucoup plus rare à trouver. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je suis à peu près certain qu'à la draft, il va partir en 1. Darren Peterson a des arguments, Cam Boozer aussi. Peterson, c'est l'arrière-créateur talentueux. Boozer, c'est le joueur peut-être plus sûr, plus mature, qui sera peut-être directement fiable tout de suite. Mais Dibonsa coche la case que les franchises adorent le plus, le grand ailier capable à terme de devenir une superstar offensive. Dans une NBA dominée par ce genre de profil, cette projection pèse très lourd. Puis même son potentiel et sa capacité à se développer sont super intéressants. Défensivement, il a de très bons outils. Taille, mobilité, corps, capacité à tenir des profils différents. Quand il est engagé sur l'homme, il peut gêner, même si loin du ballon, dans les rotations, les aides ou les close-out, il y a encore des erreurs. Rien d'anormal pour un joueur aussi responsabilisé offensivement. Par contre, ce que je retiens, c'est que s'il veut devenir le joueur majeur des Wizards, il aura besoin d'un cadre autour de lui, des joueurs capables de défendre, d'aider, de sécuriser. Et forcément, pour ce genre de mission, le nom de Bilal revient vite. Parce que dire que AJ et Bilal jouent au même poste, alors c'est mort, pour moi c'est beaucoup trop une lecture à l'ancienne. Aujourd'hui, sur la fiche de scouting, les équipes ne regardent plus seulement le poste, limite elles s'en foutent. Elles se demandent surtout qui crée, qui défend, qui shoot, et là tout de suite, quand on pense à ça, le débat devient moins idiot. Deux joueurs peuvent faire la même taille, être listés au même poste, et pourtant ne pas avoir du tout le même rôle. Dibonsa, dans la projection, c'est le gars qui attire l'attention, qui prend des tirs difficiles, qui provoque des fautes, qui peut devenir une option majeure. Bilal aujourd'hui, ce n'est pas ça. Son intérêt, il est ailleurs. La défense, la longueur, la mobilité, les missions compliquées sur le périmètre, le jeu sans ballon, les petites coupes. Donc oui, sur NBA 2K, tu peux te dire que les deux sont des ailiers, donc tu peux pas les associer. Mais dans la vraie vie, ça se passe bien différemment. Le problème en NBA, c'est pas du tout d'avoir plusieurs grands ailiers. Bien au contraire. Aujourd'hui, les GM ont même tendance à vouloir les collectionner. Des joueurs de plus de 2 mètres, capables de défendre, de courir et de shooter un minimum, ouais, c'est super précieux dans cette ligue. Le vrai souci, c'est quand plusieurs joueurs veulent le ballon dans les mêmes zones. Là, ok, ils peuvent se marcher sur les pieds. Mais quand on pense à AJ et Bilal, on a limite deux profils opposés, un spécialiste de l'attaque et un spécialiste de la défense. Donc non, c'est quand même difficile de parler de doublons. Après, je dis pas non plus que les postes ne veulent plus rien dire. La taille compte encore, le spacing compte, les match-up aussi. Mais ce qui compte encore plus, c'est la répartition des rôles. Et Brian Keefe le sait. Un ailier peut être ton initiateur principal, un autre ton stopper défensif, un arrière ton shooter off-ball, peu importe. Le basket moderne, c'est plus tu joues à quel poste, c'est plutôt tu sers à quoi. Et si on veut illustrer ça précisément, je trouve l'exemple des Celtics parfait. Quand les Celtics ont drafté Jaylen Brown puis Jason Tatum, beaucoup se sont demandé si deux jeunes ailiers pouvaient vraiment cohabiter. Même taille, même zone, profil qui semblait se marcher dessus. Pendant des années, on entendait qu'il fallait choisir entre les deux. Puis les rôles ont évolué et Boston a fini par faire de ce duo l'un des meilleurs duos de la ligue. Maintenant, faut se calmer, je compare pas non plus directement Bilal Coulibaly à Jaylen Brown. Au même stade de sa carrière, Brown était beaucoup plus avancé que Bilal offensivement. Il sortait déjà d'une saison sophomore à plus de 14 points. Puis comme Bilal, il a connu une troisième année plus compliquée. Moins de minutes, moins de points, moins de titularisation dans un effectif qui par contre lui avait des ambitions. Pourtant ça ne l'a pas empêché de devenir All-Star, champion NBA puis MVP des finales. L'idée n'est pas de dire que Bilal va devenir Jaylen Brown, juste de rappeler qu'on peut associer deux ailiers et qu'une baisse de stats en saison 3 c'est pas forcément rédhibitoire. De toute façon pour réussir à faire cohabiter tout le monde, Brian Keefe devra bien garder en tête qu'elle est super importante cette logique de rôle. Parce que si demain t'as Trae Young pour créer, Dibonsa pour scorer, Trey Johnson pour apporter du tir, ainsi que Sarr et Davis pour se partager la peinture, tu peux pas avoir 5 joueurs qui veulent la balle. Il faut aussi quelqu'un pour défendre le meilleur extérieur adverse, courir, couper, accepter les tâches ingrates et rester utile sans réclamer trop de ballons. C'est pour ça que Dibonsa, quand il va arriver, il va pas forcément voler des minutes à Bilal, au contraire, tellement on parle de deux joueurs qui peuvent apporter des choses différentes. Parce que si on est totalement franc, est-ce qu'on doit encore se demander si Bilal peut devenir le franchise player des Wizards? Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est mort. Il n'a pas encore assez montré de création, de volume ou d'agressivité offensive pour être projeté comme le visage d'une franchise, mais ça ne veut pas dire que sa carrière NBA est foutue, pas du tout. En NBA, si tu deviens un glue guy élite, tu peux te construire un vrai rôle, un vrai salaire et une vraie longévité. Nicolas Batum par exemple n'a jamais été une superstar, mais il a traversé les époques parce qu'il sait tout faire correctement, défendre, passer, shooter, se placer, connecter le jeu, ne jamais trop forcer, même avec des stats modestes en fin de carrière, il garde de la valeur parce qu'il comprend ce dont une équipe a besoin. Pour Bilal, l'idée n'est pas de devenir une copie de Nico, mais viser cette famille de joueurs-là, longs, intelligents, sobres, utiles partout, ça peut déjà te promettre une carrière légitime. Aujourd'hui, de toute façon, tu peux plus rêver d'avoir une équipe ambitieuse seulement avec des gros noms sur le papier. Sans role-player, j'en avais parlé dans une vidéo, t'as limite aucune chance de gagner un titre. Les GM en sont bien conscients, et c'est pour ça que de manière générale, ils ont tendance à bien payer ce genre de profil. Regardez OG Anunoby, c'est pas un créateur principal, mais les Knicks lui ont donné un contrat énorme parce qu'il défend les meilleurs joueurs adverses, met ses tirs ouverts et est devenu indispensable sans monopoliser le ballon. Jaden
McDaniels à Minnesota, pareil, c'est pas la star des Wolves, mais dans les gros matchs, son rôle est vital. Dans toutes les équipes, il en faut des joueurs comme ça. Et c'est là que la progression au tir de Bilal peut devenir capitale. Parce qu'avec son profil, la différence entre prospect défensif intéressant et titulaire vraiment important peut se jouer là-dessus. À 31 ou 32% à 3 points, les défenses peuvent encore t'oublier au périmètre. Mais s'il stabilise ses tirs ouverts autour de 36 ou 37%, là c'est plus la même histoire. Un ailier long, mobile, capable de défendre fort et que tu ne peux pas lâcher derrière la ligne, ça devient beaucoup plus chiant pour les adversaires. Et à côté de ça, il y a des détails invisibles aussi, qui de manière générale viennent avec l'expérience. Bilal doit devenir plus fiable dans les petites décisions, catch and shoot quand il est ouvert, attaque de close-out quand le défenseur arrive trop fort, passe simple quand l'aide vient, coupe dans le dos quand tout le monde regarde le porteur. Il n'a pas besoin de devenir un gros créateur, mais il doit encore plus faire en sorte de prolonger les avantages créés par les autres. Par contre, tout va pas être si simple non plus. La première qualité d'un role player élite, avant tout, c'est d'être fiable. Non, franchement, ce rôle, c'est pas juste un lot de consolation facile, c'est exigeant. On ne devient pas indispensable juste parce qu'on est long, mobile, athlétique et qu'on a une belle projection défensive. À un moment, il faut être régulier, dans l'effort, dans le placement, dans les choix, au tir. C'est là-dessus que Bilal doit encore passer un cap. Parce qu'en NBA, dans une équipe qui veut avoir des ambitions, tout peut aller très vite dans les rotations. Une série de mauvais matchs, de l'inconstance, des mauvais choix, et hop, d'un coup, tes minutes peuvent fondre comme neige au soleil. Si le tir de Bilal reste bloqué à 31% et si sa création ne progresse pas, il restera trop dépendant des autres. Si son manque d'agressivité devient trop visible, il pourrait traverser des matchs sans vraiment peser. Et dans une équipe qui veut commencer à gagner, tu peux pas te dire éternellement oui, mais il est en train d'apprendre. Et ça, c'est encore plus vrai avec la concurrence qui arrive dans le roster. Parce que Washington n'est plus une équipe vide sur les ailes. Et J.D. Bonsa, s'il arrive, va prendre énormément de place. Trey Johnson réclame des minutes avec son profil de scoreur-shooter. Keyshawn George a progressé lui aussi. Et Will Riley a du potentiel. Donc Bilal ne sera pas seulement en compétition avec AJ, il sera dans un groupe de jeunes extérieurs où chaque minute va compter. C'est là que son côté parfois trop bon élève, un peu trop propre, pourrait lui jouer des tours. Certains joueurs sur un terrain sont naturellement agressifs, certains le deviennent, et pour d'autres ça n'arrive jamais. Pour Bilal, le défi est là, garder son côté intelligent, collectif, sobre, mais se montrer plus menaçant. S'il reste seulement un joueur qui défend bien, mais que l'attaque peut ignorer, son rôle restera fragile. S'il défend fort et puni, là son statut change. Mais tant qu'il n'a pas prouvé ça sur la durée, impossible d'être totalement tranquille, même si à plusieurs reprises il a déjà montré des flashs très positifs. Donc oui, je crois encore en son potentiel, pas de problème, mais je vais pas non plus faire semblant de vous dire qu'il est toujours intouchable à Washington. Pourtant, de manière générale, j'ai quand même tendance à rester bien optimiste. Après, quand je dis optimiste, je suis pas en train de vous dire que son avenir est garanti avec tapis rouge et une statue devant la salle. Son avenir à Washington peut bouger, évidemment, mais plus je regarde le puzzle, plus son profil me semble logique dans ce roster, parce que plus les Wizards ajoutent de créateurs, de scoreurs, de joueurs qui veulent la balle, plus ils auront besoin de mecs capables de défendre, de courir, de jouer sans le ballon et de faire les trucs invisibles. Puis Trey, offensivement, c'est monstrueux, mais défensivement, t'es bien conscient qu'il faut l'entourer. Tu dois protéger le couloir central, limiter les pénétrations trop faciles, éviter que ta défense soit en mode panique permanent. Dans ce cadre-là, un ailier comme Koulibaly, ça peut être précieux. Bilal n'a pas besoin de mettre 20 points pour aider Trey, il doit défendre, courir, être actif, mettre ses tirs ouverts et ne pas ralentir le jeu, ça il peut le faire. Et au final, même Dibansa a besoin de ce genre de joueur autour de lui. S'il arrive à Washington, il sera sûrement développé comme une grosse arme offensive, un mec qui attaque le cercle, crée son tir, attire de l'aide, a des ballons, mais comme beaucoup de jeunes stars offensives, il ne sera pas forcément irréprochable défensivement dès le début. Il a les outils, oui, mais le placement, l'expérience, ça se construit. Dans ce contexte, Bilal peut clairement absorber certaines missions pendant que AJ, lui, prend ses marques en NBA. Anthony Davis, s'il est disponible et à 100%, c'est l'un des meilleurs défenseurs intérieurs de sa génération. Alex Sarr apporte de la taille, de la mobilité, de la protection de cercle. Bilal, devant eux, sur le périmètre, ça peut faire sens. Il est super complémentaire. Pression sur le porteur, longueur sur les ailes, contestation. Il s'occupe du premier rideau, AD du deuxième, et Sarr flotte entre les deux. Donc non, pour moi, la probable arrivée d'AJ Dibonsa, pour moi, ne signe pas forcément la fin de Bilal Koulibaly à Washington. Si Bilal fait tout ce qu'on lui demande, il peut se trouver un rôle essentiel dans un profil qui est tout aussi essentiel en NBA, alors à lui de prouver. Il n'a que 21 ans, heureusement que son histoire n'est pas déjà finie. Il est juste temps maintenant de changer de statut. Il n'est plus un jeune à potentiel seulement, il est un joueur qui doit aider maintenant, stabiliser son tir, décider plus vite, attaquer les espaces. S'il fait ça, je pense qu'il peut garder une vraie place dans ce projet. Pas en tête d'affiche, mais comme une pièce de l'ombre tout aussi importante qui permet aux têtes d'affiche de fonctionner ensemble. Parfois, c'est juste un joueur comme ça qu'il faut pour passer du statut d'outsider à celui de contender. Et Dibonsa ou non, avec Koulibaly, s'il arrive à accéder au progrès et au développement attendu, les Wizards ont peut-être déjà trouvé leur connecteur élite. Mais vous en pensez quoi tout ça? Est-ce que vous pensez que Bilal est toujours une pièce super importante du futur des Wizards, ou alors vous pensez que la probable arrivée d'AJ Dibonsa change tout le concernant? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous avez la même vision que moi à ce propos. Ensuite, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster, ça m'aide de fou pour l'algorithme, alors n'hésitez pas. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ici aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je suis super productif en ce moment. Pour tout ça, merci la team, et comme d'habitude, je vous retrouve direct dans la section commentaires.